Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Laurette Tonkelings. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef de groupe PS à la Chambre et membre de la commission d'enquête attentat. Je voudrais qu'on parle d'abord de cela, de cette commission d'enquête. Il y a eu deux grandes journées d'audition cette semaine. Revenons d'abord, parlons, si vous le voulez bien, de ce qui s'est passé en matière de métro, parce que vous en avez discuté hier lors de la commission. Est-ce que maintenant, on sait qui a décidé de fermer le métro et quand? Alors, effectivement, cette commission d'enquête montre déjà qu'il y a eu des problèmes. Des problèmes de communication, des problèmes de prise de décision. Prenez la journée d'hier. Jode Kuiper, qui représente la police en règle générale, dit « Depuis 8h04, nous savions qu'il y avait des attentats à Zaventem, que c'était des attentats, que ce n'était pas un plafond qui est tombé tout seul. » Or, à aucun moment, qu'entendez-moi bien, à aucun moment le centre de crise ne va décider d'en faire dès lors un problème majeur pour la Belgique, avec des menaces d'attentats dans une autre province ou dans une autre région. À aucun moment, elle ne va téléphoner le centre de crise, le ministre de l'Intérieur, au gouverneur de Bruxelles pour dire attention aux fonctionnaires, attention, fermez le métro. Non. Hier, le haut fonctionnaire, M. Clément, a même dit, mais vous savez, l'attentat était déjà passé, je n'ai toujours rien reçu comme information. Il a fallu que moi-même j'aille aux nouvelles. Et donc voilà, toute la question qui va se poser dans les semaines qui viennent, c'est si jamais le centre de crise avait fonctionné idéalement, c'est-à-dire constate des attentats terroristes, déclare un plan national de sécurité et d'alerte, décide à ce moment-là de demander de fermer les métros, les grandes gares, de faire attention au port d'Anvers, à ce moment-là, peut-être aurait-on été dans une autre situation et non pas celle qui a vu autant de victimes à Malbec. Pour être très précis, le kamikaze qui entre au métro Pétillon, il entre à 8h50. C'est exact. Donc ça veut dire que si on avait pris une décision avant 8h50, on aurait pu empêcher l'attentat du métro. Oui, alors maintenant, ce que l'on va voir, c'est est-ce que s'il ne s'était pas fait exploser dans le métro, il ne se serait pas fait exploser ailleurs? Ça, c'était une des questions posées, avec des fous absolus comme ça qui portent des ceintures. Ils peuvent, s'ils voient les portes du métro fermées, aller dans une artère où il y a beaucoup de monde, qui sait. Mais le problème, c'est que si on avait pu, dès le départ, sonner l'alerte générale dans le pays, et donc augmenter la vigilance, augmenter les policiers, les militaires, vérifier, on aurait pu peut-être, je dis bien peut-être, je suis prudente, empêcher l'attentat de Malbec. Parce que quand même, on dit la région bruxelloise n'a rien à voir, le gouverneur fonctionnaire de Bruxelles n'a rien à voir, c'est uniquement l'intérieur qui doit décider. Mais c'est quand même le patron de la STIB lui-même qui décide, juste après l'attentat de Malbec, d'arrêter toute la circulation du métro. Parce qu'il y a eu un attentat. Donc, si vous voulez, il y a d'abord quelque chose à Zaventem. Et donc ça concerne le Brabant flamand. Et donc le gouverneur du Brabant flamand déclenche le plan provincial parce que quelque chose se passe sur son territoire. À Bruxelles, rien ne se passe avant 9h11. Et au contraire, que ce soit le haut fonctionnaire, que ce soit le ministre-président, ils essayent continuellement d'aller aux nouvelles. Est-ce que l'on doit faire quelque chose? Est-ce que le ministère de l'Intérieur donne des directives? Est-ce que l'OCAM décide de passer en niveau 4? Est-ce que l'on doit fermer le métro? Tout ça, c'est une décision qui doit être prise par le centre de crise et qui ne sera jamais prise. Sauf quand il sera trop tard. Oui, ou alors communiquer peut-être tardivement. Est-ce qu'il y a eu une communication? Non, il y a une communication tardive, mais dans les heures, dans les minutes cruciales, c'est plutôt les acteurs de terrain, comme le haut fonctionnaire, qui est obligé d'envoyer quelqu'un au centre de crise parce que personne ne lui dit rien. Donc là, vous dites clairement, c'est la faute. Je dis qu'il y a eu un problème. Au fédéral. Et donc, il y a eu un problème. Il y a eu un problème au centre de crise, il y a eu un problème près du ministre de l'Intérieur, mais la commission n'en est qu'à ses débuts. Peut-être vont-ils avoir une explication plausible. Mais pour le moment, en tout cas,
on a effectivement détecté un problème. Monsieur de Kuyper, par exemple, ce fameux chef policier, dit qu'on lui a donné une information sur sa boîte mail personnelle alors qu'il était dans l'opérationnel, lui, en train d'essayer de limiter l'horreur sur place. Et donc des problèmes de communication, ce n'est pas seulement les GSM qui ne fonctionnaient plus, Astrid qui ne fonctionnait pratiquement plus, c'est aussi un problème avec le centre de crise du ministère de l'Intérieur. Alors il a dit notamment, ce monsieur de Kuyper, c'était le bordel. Il a dit c'était le bordel, mais ça, par contre, je trouve que ce qui a été bien démontré, que ce soit lundi ou hier, c'est que les services de secours, les services de police sur place, les équipes médicales ont été formidables. C'était effectivement, pour reprendre ces termes, le bordel. Il y avait des problèmes dans tous les sens. C'était des scènes de guerre. Ce qu'ils voyaient était horrible et aucun livre ne leur apprend véritablement ce qu'il faut faire. Alors, ils ont évidemment des directives globales, mais pour le reste, c'est eux-mêmes, avec leur créativité, leur intelligence, leur émotion, leur savoir-faire, ils sont intervenus et ils ont fait vraiment un bon travail. Alors en matière de secours, il y a quand même deux questions qui se posent. Est-ce qu'on aurait pu diminuer le nombre de victimes en améliorant les secours, notamment peut-être en acceptant de faire venir des secours de Bruxelles à Zaventem? Alors, on continuera l'enquête sur le sujet. Donc, le responsable à Louvain dit « Non, moi je suivais un schéma, il fallait que j'empêche le chaos. » Donc, commencer à dire qu'il fallait des ambulances dans tous les sens, je pense que ça aurait été le chaos. C'est son interprétation. À Bruxelles, ils disent « Non, allez, on a envoyé nous-mêmes des ambulances, on voulait aider, on aurait peut-être pu avoir beaucoup plus de support, d'aide, d'ambulanciers, de SMUR, etc., sur place. » Donc pour le moment, il y a deux thèses et à un moment donné, on essaiera de voir qui a raison, qui a tort. Oui, et aussi de savoir est-ce que ça pouvait avoir une influence sur la manière de s'occuper des blessés, par exemple. Exactement. Est-ce que, à cause d'un manque d'ambulance, on n'a pas pu amener à temps une victime dans un hôpital? Pour le moment, rien ne nous dit cela. Rien ne l'indique. Alors, vous attendez quand même, dans les auditions qui vont suivre, il va falloir quand même entendre ce que dit le ministre de l'Intérieur, ce que dit le centre de crise. Oui, d'autant plus que pour le moment, on parle des services de secours et des pompiers, des équipes médicales. Mais en fait, on a débordé un peu. Alors, on déborde un petit peu en se demandant, mais tiens, pourquoi le centre de crise n'a pas communiqué? Pourquoi ils n'ont pas téléphoné au CIO de la STIB? T'arrêtes le métro. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Donc, on a commencé, on va poursuivre. N'oubliez pas que dans un deuxième temps, on va faire tout ce qui est justice et renseignement, où il y a des problèmes. Et puis, dans le troisième temps, pourquoi il y a une telle radicalisation dans notre pays? Mais vous avez envie qu'on parle plutôt du centre de crise et de la responsabilité du ministre de l'Intérieur? Mais en même temps, on avait envie de parler d'abord des victimes et puis des services de secours et des équipes médicales qui ont fait un travail formidable. Mais naturellement, on glisse vers aurait-on pu empêcher l'attentat à Malbec? C'est normal, c'est naturel, on a déjà détecté des fautes. On verra si ces fautes-là ont eu des conséquences et notamment ont finalement fait les victimes, les morts que l'on sait à Malbec. Mais vous allez demander au président de la commission de changer le calendrier? Non, puisque c'est dans le calendrier, c'est dans le calendrier, donc on entendra bien entendu le centre de crise. Est-ce qu'il y a déjà des leçons à tirer, là, déjà aujourd'hui, de ce que vous avez entendu? Des recommandations, il y en aura sur tous les secteurs. Par exemple, hier, le directeur médical, Olivier Vermeulen, disait il faudrait peut-être équiper autrement les SMUR. Voilà, c'est quelque chose d'important. D'autres nous ont dit il y a un plan catastrophe, mais il faudra un volet plus spécifiquement dédié au terrorisme. Bon, voilà. On va avoir des recommandations concernant les modes de communication, puisqu'à un moment donné, ils ne savaient plus téléphoner. Vous imaginez, alors qu'ils avaient besoin. Le directeur médical disait, moi, je ne pouvais pas téléphoner dans un hôpital, est-ce que tu as encore de la place? Puisque les GSM ne fonctionnaient plus. Donc, il fallait trouver une autre méthode. Donc, on va déjà, évidemment, prendre des noms de cela. On va avoir des recommandations pour le fonctionnement du centre de crise. Il y aura
On verra s'il y a eu des fautes ou pas, mais de toute façon, il y aura des recommandations. Et puis, on continuera justice, renseignement, radicalisation. Alors, c'est en lien, mais pas entièrement, parce que le réseau Astrid, par exemple, il manquait de financement. Et on voit que l'État manque souvent de financement dans ses infrastructures. On voit avec les prisons maintenant, avec l'état dans lequel la prison de Forêt se trouve. Vous avez été longtemps ministre de la Justice. Ces délabrements de prisons, ce n'est pas nouveau. À quel moment a-t-on décidé qu'on n'allait plus investir dans les prisons ? Eh bien, ce que vous dites n'est pas exact. Voilà. Et donc, par exemple, lorsque j'étais ministre de la Justice de 2003 à 2007, on a augmenté sensiblement les moyens pour les prisons. Je vous donne un chiffre parmi d'autres. Pendant cette législature-là, plus 1100 agents dans nos prisons. Sans compter les investissements pour les prisons, sans compter les peines alternatives pour diminuer la population carcérale. Mais pourquoi une telle différence entre le nord et le sud ? On voit des prisons délabrées dans le sud du pays, ou même à Bruxelles, il y a des différences entre Saint-Gilles et Forêt. Je vais vous dire, donc, première chose, non, ce n'est pas un héritage du passé. C'est à un moment donné, évidemment, on peut toujours mieux faire, hein, mais à un moment donné, c'est ce gouvernement qui décide de désinvestir dans les services publics. C'est pour ça qu'il y a des problèmes partout. Il y a eu des problèmes dans la police, il y a des problèmes dans la justice, il y a des juges qui menacent de faire grève maintenant, il y a les revendications des avocats, il y a les agents pénitentiaires, il y a les facteurs. Enfin, en veux-tu, en voilà, parce que ce gouvernement estime qu'il faut diminuer les moyens dans la fonction publique, le service public. On voit dans les courbes... La diminution des moyens pour vous ne date pas d'hier. Non. Elle date d'aujourd'hui. Absolument. Hier, on aurait peut-être pu faire mieux. Je n'en disconviens pas. Mais c'est ce gouvernement qui, à un moment donné, inverse la courbe. Complètement. Et sur la différence nord-sud ? Alors, effectivement, il y a des différences, par exemple, en termes de surpopulation carcérale. Elle est de 106% du côté francophone, ce qui est déjà beaucoup, du côté néerlandophone, ce qui est déjà beaucoup, mais du côté francophone, c'est 115%. Avec en plus des différences dans les prisons. Vous voyez les prisons de Forêt, la prison de Forêt qui est dans une situation horrible. Et le bourgmestre de Forêt, Marc-Jean Geisels, a dû d'ailleurs intervenir et empêcher les trios. On mettait 3 détenus dans des tout petits endroits avec des seaux. Comment expliquer que le financement soit si différent ? Alors, tout simplement parce que des très vieilles prisons en Flandre ont été à un moment donné remplacées. Et les très vieilles prisons du côté francophone devaient l'être également. Et donc, c'est un petit peu toute cette question-là d'une ligne du temps où, quand on fait l'investissement, il y a des prisons qui sont plus modernes du côté francophone. Et donc, il a fallu remonter, finalement, faire une course pour que ce soit la même chose du côté néerlandophone. Mais maintenant, il faut réinvestir du côté francophone. Alors, on a l'impression que les grèves se multiplient côté service public, vous l'avez expliqué, mais aussi côté privé. Il y avait cette grève des bagagistes hier, qui n'a duré, heureusement, pas trop longtemps. Mais tout ça n'est pas très bon pour l'image de l'aéroport qui a besoin de redémarrer. C'est une évidence, c'est une évidence. Et donc, il faut que ce gouvernement renoue aussi avec la concertation sociale. S'il y a tant de malaise, c'est l'impression qu'on n'est pas écouté. Qu'il n'y a pas de considération pour les travailleurs, qu'il n'y a pas de compréhension de leur situation de travail. Et donc, je pense que le gouvernement doit réinvestir dans les services publics et doit travailler sur la concertation sociale, l'écoute, le respect dû aux travailleurs. Merci Laurette Onkelings. On se retrouve demain pour une autre interview qui sera présentée par Stéphanie Meyer.